Les glucides sont essentiels pour le bon fonctionnement du corps. Selon différentes sources, le montant spécifique recommandé par jour est différent pour chaque individu et varie selon l'âge et la taille corporelle. La digestion des sucres mène à des monosaccharides qui sont absorbés dans le sang. Les monosaccharides absorbés sont utilisés directement comme source d'énergie ou sont stockés dans les muscles, le foie ou le tissu adipeux. Même si les sucres sont essentiels pour le fonctionnement normal du corps, de vraies déficiences sont rares. Le corps peut transformer des monosaccharides pour satisfaire aux différents besoins du corps. Les souteneurs des glucosuppléments disent que nous devons consommer certains monosaccharides dans notre alimentation, d'où vient le terme monosaccharide essentiel. Ces monosaccharides comprennent le glucose, le galactose, le mannose, le fucose, le xylose, le N-acétylglucosamine, le N-acétylgalactosamine et l'acide N-acétylneuramique. Cette idée de monosaccharide essentiel est à la base des arguments des souteneurs des glucosuppléments. Ils suggèrent que la diète moderne est insuffisante en monosaccharides. Le problème avec cet argument est que ces monosaccharides essentiels peuvent être synthétisés dans le corps à partir du glucose. Donc, notre corps ne dépend pas de la consommation des monosaccharides. Plutôt, la consommation des glucides formera des monosaccharides pouvant être transformés pour convenir aux besoins cellulaires. Comme vu dans le cours, voici un schéma qui résume la synthèse des monosaccharides à partir des sucres communs à la diète. On remarque que la biosynthèse des monosaccharides est interreliée, c'est-à-dire, à partir d'un monosaccharide, comme le glucose, on peut obtenir tout autre monosaccharide activé pour satisfaire aux besoins corporels. C'est difficile à penser qu'avec des voies de synthèse telles que celle-ci, le corps serait déficient seulement en certains monosaccharides. Le terme glycosupplément, aussi connu comme glyconutriment, a été conçu par l'industrie des suppléments nutritifs. Ces termes très vagues sont attribués à divers produits ayant des bénéfices potentiels chez ses utilisateurs. Ceux-ci sont des monosaccharides qui sont pensés être retrouvés en faible quantité dans l'alimentation. Les glycosuppléments sont nommés une médecine alternative ou complémentaire du fait qu'il n'y a pas assez de support scientifique pour soutenir leurs effets. Beaucoup de travail est nécessaire pour bien connaître les rôles des glycosuppléments dans l'alimentation. Nous allons maintenant voir quelques glycosuppléments populaires, la glucosamine, la chondroïtine, le cartilage de requin et les arabinoxylanes. La glucosamine est une substance naturelle du corps humain. C'est un sucre aminé où un groupement hydroxyle est remplacé par un groupement amine. La glucosamine est produite naturellement dans le corps où son rôle majeur est la formation de cartilage. Elles servent de précurseurs aux glycosaminoglycanes, ou GAGs, les composants majeurs du cartilage et aux tissus conjonctifs. De façon normale, le corps crée assez de glucosamine pour ses besoins, donc ce n'est pas recommandé à tous comme supplément journalier. Les suppléments de glucosamine sont créés à partir de la chitine, une substance trouvée dans les coquilles externes des crustacés, dans les os et les moelles osseuses. Les glycosuppléments de glucosamine sont surtout utilisés pour diminuer les symptômes de l'arthrite et de la tendinose et pour la prévention des blessures musculaires. L'exemple majeur d'utilisation de la glucosamine est pour l'arthrite. L'arthrite est une maladie dégénérative impliquant une dégradation et une régénération insuffisante du cartilage dans les articulations, ce qui cause la douleur, de l'enflure et une flexibilité réduite dans les endroits affectés. Le cartilage normalement présent sert de coussin entre les os pour amortir l'endommagement mécanique lors du mouvement. Certaines études rapportent que la glucosamine réduit la puissance de symptômes reliés à l'arthrite et qu'elle peut aider à solidifier la structure érodée. Avant d'expliquer le mécanisme d'action proposé pour la glucosamine, revoyons rapidement les GAG. Les GAG sont des polysaccharides négativement chargés qui sont présents dans tous les tissus des mammifères. Ils jouent un rôle dans la signalisation cellulaire, dans la structure et l'intégrité des tissus.
Les 4 groupes majeurs des GAG sont le sulfate d'héparane, le sulfate de chondroïtine ou de dermatane, le sulfate de kératane et l'acide hyaluronique. La biosynthèse des GAG a lieu par divers mécanismes distincts impliquant divers enzymes spécifiques au tissu. La biosynthèse débute toujours par des sucres activés par l'uridine diphosphate ou l'UDP. Les sucres activés par l'UDP sont ensuite transportés du cytoplasme à l'appareil de Golgi pour haute modification, telles que la sulfatation. Les GAG peuvent ensuite être liés covalentement à des protéines d'ancrage, connues comme des protéoglycanes, ou ils peuvent être libres dans la matrice extracellulaire. Le mécanisme d'action de la glucosamine est encore indéfini. L'hypothèse majeure de son mode d'action suppose que la présence du sucre stimule la synthèse des GAG dans les chondrocytes, les cellules spécialisées du cartilage. La glucosamine est aussi pensée de réduire le taux de dégradation du collagène et des GAG en inhibant les protéases de la matrice extracellulaire. Et finalement, c'est aussi pensé que le supplément a des propriétés anti-inflammatoires. La lubrification des articulations a lieu en partie par l'acide hyaluronique, un GAG dans le liquide synovial. L'ajout de précurseurs de GAG est donc pensé d'augmenter la fluidité et l'hydratation des endroits affectés. Le sulfate de chondroïtine est un GAG composé de chaînes alternantes de N-acétylglucosamine et d'acide glucuronique. Les chaînes subissent cette sulfatation à des lieux et en quantité variable. Le sulfate de chondroïtine est présent dans les tissus conjonctifs et est responsable de la résistance du cartilage des articulations. La chondroïtine est synthétisée dans le corps. Elle n'est pas obtenue via l'alimentation. Les suppléments de chondroïtine sont faits d'extraits de tissus de bovins. Les glycosuppléments de chondroïtine sont surtout utilisés pour diminuer les symptômes de l'arthrite et de la tendinose et pour la récupération musculaire. La chondroïtine est souvent utilisée en combinaison avec la glucosamine. L'exemple majeur d'utilisation de chondroïtine est pour l'arthrite, mais comme nous avons déjà parlé de cette maladie, je vais expliquer son utilisation contre la tendinose. Les tendons sont des cordes fibreuses qui attachent les muscles aux os. Un tendon en santé se constitue de fibres de collagène parallèles. La tendinose est une dégénération progressive des tendons dans le corps en raison d'une dégradation et d'une désorganisation des fibres de collagène. Ceci mène à une douleur et à une perte de flexibilité. Les souteneurs des glycosuppléments suggèrent que la chondroïtine peut être utilisée directement comme GAG ou peut être dégradée en monosaccharides et résynthétisée en GAG. Les mêmes mécanismes d'action de la glucosamine sont proposés pour la chondroïtine, c'est-à-dire la stimulation de la synthèse des GAG, l'inhibition de la dégradation des GAG et du collagène, et l'anti-inflammation caractérisée par une augmentation de l'hydratation. En raison de ceci, la glucosamine et la chondroïtine sont souvent utilisées ensemble pour accentuer les effets proposés. Le cartilage de requin est un supplément créé de squelettes de requin secs, vendu pour traiter plusieurs conditions médicales. Des glycoprotéines, sphyrnastatine 1 et 2, ont été isolées de cartilage et sont à la base de la popularité du glycosupplément. En réalité, la vente de cartilage de requin ne fait que promouvoir le déclin dans la population des requins et pousse plusieurs patients à éviter la médecine pouvant véritablement leur aider. Le cartilage de requin est surtout utilisé comme traitement alternatif au cancer. Pourtant, comme le supplément contient des précurseurs de GAG, il est aussi utilisé de façon semblable à la glucosamine et à la chondroïtine. Comme le cartilage est non vascularisé, un groupe de recherche a mené une étude sur des composés du cartilage pouvant inhiber la vascularisation. En 1983, il ressortent une publication où 2 composés ont été isolés du cartilage, sphyrnastatine 1 et 2. Les 2 composés ont été démontrés à posséder des qualités hautement anti-angiogéniques. Comme les requins sont majoritairement composés de cartilage, ils sont une source potentielle de ces composés. Car les tumeurs ont besoin de se vasculariser pour supplémenter des nutriments et de l'oxygène,
le groupe de recherche supposa qu'une supplémentation de cartilage de requin pourrait diminuer la vascularisation de tumeurs chez les humains. Ils ont décidé d'insérer une capsule remplie de cartilage de requin dans des lapins ayant des tumeurs, puis ils ont étudié la formation de nouveaux vaisseaux. Voici une figure qui compare la vascularisation tumorale dans les cornées de lapins. La figure A présente une cornée ayant une tumeur supplémentée par cartilage de requin, et la figure B présente une cornée de lapin ayant une tumeur sans supplémentation de cartilage de requin. On peut voir qu'il y a eu une inhibition de la vascularisation des tumeurs avec la supplémentation de cartilage de requin. Pourtant, la substance agit sur la formation des vaisseaux et non la croissance des tumeurs. Donc, les tumeurs ont toujours continué leur croissance. Le mécanisme proposé suggère que ces composés inhibent directement et indirectement plusieurs étapes de l'angiogénèse et de la métastase. Mais le mécanisme demeure inconnu. Dans cette expérience, le cartilage de requin a été introduit directement au site tumoral via injection. Les recherches démontrent que la sphyrnastatine 1 et 2 ne sont pas absorbées par la voie intestinale, donc ils n'arrivent jamais dans le système sanguin avec la consommation de glycosuppléments. Les arabinoxylanes sont des glucides venant des plantes. Elles sont constituées de deux sucres pentoses, l'arabinose et le xylose. Les chaînes linéaires d'arabinoxylanes contiennent des unités de xylose bêta 1,4, certains étant substitués avec des résidus d'arabinose sur les positions C2 ou C3. Les arabinoxylanes sont un type demi-cellulose, ce qui est un bipolymère de glucides constituant la paroi cellulaire des cellules végétales. Ils jouent un rôle structural et servent de réservoir d'acide phénolique qui peuvent être liés aux arabinoses. Étant des composantes du fibre alimentaire, les arabinoxylanes ont un impact sur la qualité nutritive de plusieurs aliments. Ils offrent des avantages d'un fibre soluble et insoluble et ont des propriétés d'antioxydants en raison de l'acide phénolique associé. Ces fibres alimentaires sont naturellement retrouvées dans les grains de céréales tels que le blé et le riz. À cause de leurs propriétés structurales, ils sont aussi utilisés en pharmaceutique et dans la fabrication de produits tels que le maquillage. Un fibre alimentaire se définit comme des polymères de glucides qui ne peuvent pas être complètement dégradés par les enzymes digestives humaines. Les fibres alimentaires ont plusieurs rôles, mais ils servent notamment à la formation de sel et réduisent le risque de constipation. Étant un fibre alimentaire, les arabinoxylanes jouent le rôle de prébiotiques, d'immunomodulateurs, d'activité antitumorale, de diminution de taux de cholestérol et d'atténuation du diabète. Les arabinoxylanes sont majoritairement non digestibles par les humains, mais les enzymes microbiennes présentes à la flore naturelle du système digestif peuvent les digérer. Avec une ingestion de fibres, la fermentation des bactéries augmente et le pH environnemental diminue, donc les pathogènes peuvent moins facilement s'installer. La fermentation de ces chaînes de glycanes soutient la formation d'énergie et la croissance des microbes, tout en produisant des acides gras à chaîne courte, qui ont des effets bénéfiques pour l'hôte. Par exemple, l'acétate est absorbé par le sang et se rend au foie pour supplémenter le métabolisme des lipides et des glucides, ce qui est une source importante d'énergie pour l'hôte. Les fibres augmentent aussi la viscosité ou l'épaisseur des contenus des intestins par la suite d'un repas. Ceci ralentit la digestion ou la dégradation du glucose et du cholestérol. C'est penser que l'ajout du fibre au repas peut réduire les chances d'avoir un taux élevé de glucose dans le sang. Plusieurs études ont pu démontrer que les arabinoxylanes augmentent le potentiel d'activation des cellules B et T et qu'ils peuvent améliorer l'efficacité du système immunitaire global. L'inflammation est une réponse adaptative qui a lieu suite à divers stimuli ou conditions. En concert avec leur pouvoir immunomodulateur, les arabinoxylanes peuvent aider à diminuer l'inflammation associée aux maladies. Le mécanisme d'activation du système immunitaire est encore très mal compris, mais plusieurs recherches essaient de décortiquer le mystère. Les fibres alimentaires sont très étudiées et produisent des résultats fiables. La vente d'arabinoxylanes comme glucosupplément tient plusieurs avantages aux consommateurs. Cependant, comme j'ai mentionné, les arabinoxylanes se trouvent naturellement dans la majorité des aliments à base de graines.
Donc ce n'est surtout pas nécessaire d'acheter un produit pour lequel on pourrait avoir les mêmes effets en mangeant un repas. Si ce n'est pas possible de consommer assez de fibres dans notre diète, un supplément d'arabinoxylane pourrait être avantageux. Dans le corps, les fibres aident à stimuler la digestion. Comme les arabinoxylanes ne peuvent pas être digérés par notre système digestif, le travail est laissé aux bactéries. Si on ingère un excès de fibres, les microbes travaillent fort à dégrader les composés et produisent un excès de déchets et de gaz dans notre système digestif, ce qui peut causer plusieurs problèmes tels que la douleur, des crampes abdominales, des ballonnements et des nausées. Cela dit, les arabinoxylanes sont les glycosuppléments ayant un effet le plus crédible.